Alors que le monde basculait en 2026, la Russie a vécu une nuit de la Saint-Sylvestre sous haute tension entre célébration et détonation. L'Ukraine a lancé une offensive de drones sans précédent visant non seulement des civils à Kherson, mais s'attaquant frontalement au symbole du pouvoir. Au cœur de notre édition de ce jour de ce vendredi précisément, des révélations sur ce que Sergueï Lavrov qualifie de terrorisme d'État. Nous reviendrons sur cette tentative d'assassinat visant le président russe Vladimir Poutine dans la région de Novgorod et sur ces 9 drones interceptés au-dessus de Moscou à 23 heures passées de 55 minutes précises au moment même où le président russe s'adressait ses vœux à la nation. Jusqu'où Kiev est-il prêt à aller pour frapper le sommet de l'État russe? Nous en parlons dans quelques instants. Au-delà, bien sûr, de cette horreur sur le terrain, c'est l'avenir diplomatique du conflit qui vacille. Pour Moscou, ces frappes coordonnées représentent aujourd'hui des attaques délibérées, notamment de la part de l'Ukraine, pour saboter les efforts de médiation portés notamment par l'administration américaine conduite par Donald Trump, alors que Washington tente de faciliter une résolution pacifique. L'escalade militaire de ce début d'année rend-elle tout dialogue impossible? Toujours dans cette émission du Point sur l'actualité, nous aurons l'occasion d'aborder tout cela. À vos côtés, vous l'aurez donc compris, une seule thématique avec 2 angles de traitement différents. Quoi de mieux que de démarrer, bien évidemment, cette année 2026 aux côtés de nos invités et surtout de nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur les antennes de For You Media Africa, vous êtes à nos côtés et nous nous sentons une fois de plus honorés de vous recevoir une fois de plus ce soir dans le cadre de ce numéro, le dernier de la semaine, mais précisément le premier du mois de janvier et de l'année 2026. Ouais, le contexte se veut particulier ce soir et nous irons du côté de la Fédération de Russie tout au long de l'émission. Nous parlerons bien sûr de ce pays qui est la cible d'attaques de drones de la part de l'Ukraine depuis un peu plus d'une semaine. Dans la nuit, tout a commencé dans la nuit du 28 au 29 décembre dernier avec 91 drones qui ont d'ailleurs été interceptés dans le ciel de Novgorod. Les drones ont pris donc d'assaut l'une des résidences du président russe Vladimir Poutine. Le chef de la diplomatie russe a fait une sortie qualifiant cet acte de terrorisme d'État. Et tout au long de cette semaine, l'Ukraine n'a pas cessé de multiplier justement ces attaques de drones vis-à-vis notamment de la Fédération de Russie. On parle de la région de Kherson qui a été touchée. 9 drones ont survolé bien évidemment le ciel de cette localité, de cette région précisément, faisant un bilan lourd. On parle de 24 personnes qui auraient donc été tuées, dont un enfant et plus de 50 blessés dans la foulée, où le président russe d'ailleurs adressé ses vœux à toute la nation. D'autres drones ont survolé bien évidemment la capitale à Moscou, tous d'ailleurs interceptés par le système aérien russe. Quelle explication faut-il donner bien sûr à cette valse d'attaques de drones orchestrée jusqu'ici par l'Ukraine, qui est d'ailleurs soutenue dans sa démarche par plusieurs puissances occidentales? Nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, mais surtout nous allons nous projeter sur la suite à donner aux négociations de paix, puisque les attaques sont perpétrées au moment où les échanges se multiplient de plus en plus entre l'administration Trump et la Fédération de Russie. L'objectif est-il aujourd'hui de torpiller toute négociation de paix entre, bien sûr, Moscou et Washington, que cherche Volodymyr Zelensky, lui qui, sur le terrain, semble plus que jamais aujourd'hui en situation délicate. Nous tenterons de décrypter, bien évidemment, ce contexte bien précis en le situant, bien sûr, également dans l'intervalle de temps
revenant bien évidemment sur... c'est pour parler de paix. Tout ceci aux côtés de nos invités, je vous le disais, c'est la première production de l'année de votre émission Le Point sur l'actualité. Et nous sommes ravis, une fois de plus, M. Sheilou Lawson, de démarrer cette nouvelle année à vos côtés. Bonsoir à vous, M. Sheilou Lawson, mais surtout, bonne et heureuse année 2026. Bonne et heureuse année 2026. C'est tout à fait normal qu'on se sacrifie à ce rituel. Bonne année à vous, Monsieur Nguéné. Bonne année à toute votre équipe. Bonne année à For You Media, à la direction, à tous les panafricains et panafricanistes qui sont toujours fidèles à votre média. C'est toujours un bonheur, un plaisir aussi partagé de convoquer en ce début d'année le MAD à ces principes fondamentaux qui illuminent, qui sont l'ADN de la civilisation humaine, que l'Afrique communique avec beaucoup de générosité à toute l'humanité, en souhaitant donc la paix, la justice, en souhaitant justement la sécurité, le bonheur, la santé à tous les Africains sur le continent et partout à travers le monde. Que cette année 2026, avec tout le symbole qu'elle porte, soit l'année de la rupture avec le système de domination qui a duré 600 ans, l'année de rupture avec un impérialisme, un colonialisme, un néocolonialisme pour qu'enfin les Africains puissent jouir de leur destin, de leur destinée. Merci à vous, que l'énergie, la vibration positive puisse porter le combat avec courage et détermination et que les étoiles brillent sur ce continent lors de l'humanité. Merci pour votre invitation, M. Nguéné. Merci à vous, M. Ché. Et nous démarrons également l'année aux côtés d'un autre consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité qui n'est autre que Patient Parfendom. C'est un plaisir de démarrer l'année à vos côtés, Patient Parfendom. Très bonne année à vous et à tous vos proches, doyens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de Matom. Bonne année à vous, Baudelaire Nguéné. Mes vœux les meilleurs, santé, bonheur, épée du cœur. On avait l'habitude d'agir de prospérité, mais depuis qu'on connaît comment se comportent nos pays, on a bien peur que même en 2027, souhaiter la prospérité à quelqu'un sera un vœu pieux, d'autant plus que nos gouvernements ne donnent pas de signes de prendre la mesure de cette misère qui frappe de plus en plus nos pays. Dans ma ville de Douala, nous faisons face à des ordures ménagères qui empestent complètement l'air et nous fait vraiment honte. Aux autorités en charge du bien-être des Camerounais dans nos différentes villes, je pense qu'il y a quelque chose à faire. La meilleure façon de nous souhaiter bonne année serait quand même de saisir le taureau par les cornes et de régler ce problème. Bonne année à nos techniciens. Je leur souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année. Ils ont été fantastiques en 2025. Bonne année au top management de cette boîte. Je pense à M. Serge Espoir Matomba, à sa famille. C'est beaucoup de sacrifices, de difficultés aussi. Bonne année à Madame la directrice de la grande maison, Madame, rappelez-moi son nom, je me trompe. Madame Sikindumbe, Madame Komon Oyen Milani, la directrice générale du groupe Ton Super. Directrice générale du groupe Ton Super, à qui je suis endetté vis-à-vis d'elle, mais c'était un peu malgré moi que je n'ai pas pu assister à la cérémonie des obsèques de son jeune frère décédé au Canada dans des conditions vraiment douloureuses. L'année 2025 n'a pas été très tendre vers Madame Mélanie, Madame la directrice. Vraiment, mes souhaits de bonne année et que nos ancêtres et le Seigneur puissent apaiser ton cœur et ouvrir cette bonne année pour toi dans de nouvelles perspectives. À la grande dame, la cantatrice du panafricanisme, j'ai nommé Madame Manuela Sikindumbe, directrice média, qui a d'ailleurs été auréolée en 2025 d'un prix, le prix Poutine, dont j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je ne sais pas très bien pourquoi.
À elle aussi, mes vœux de bonne année. Beaucoup de choses, Manu. J'espère que cette année sera une très belle année pour toi, pour toute ta famille, malgré les nombreux deuils qui t'ont frappé en 2025. Tu as tout notre soutien et nos encouragements. Je n'oublie pas, le reste de la grande famille For You Media TV Africa et même For You Radio. J'espère que cette nouvelle année 2026 sera une très bonne année pour tous. Et à nos téléspectateurs, téléauditeurs, à nos fidèles parmi les fidèles, bonne année. Et spécialement aujourd'hui, j'adresse des bonnes années à quelqu'un qui m'a écrit depuis Djibouti. Allez-y. Il s'appelle Djibril Hussein. Voilà le nom. Donc, cher ami, fidèle, parmi les fidèles de cette émission, comme je te l'ai promis, je te souhaite, n'est-ce pas, vraiment à travers cette télévision, mes voeux les meilleurs, et à toi, à toute ta famille et à tout le peuple djiboutien, parce que nous savons quand même que aujourd'hui, For You Media TV Africa est le média de référence de tous les panafricanistes à travers le monde. Et une fois de plus, merci pour cette invitation. Merci à vous, patient Parfan Dobé. Ce message à l'endroit, bien sûr, de nos chers téléspectateurs, c'est For You Media Africa. En cette période de célébration, votre média panafricain tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour votre fidélité et votre engagement. Ensemble, nous avons parcouru le continent, célébré nos succès et porté haut la voix de l'Afrique. Que cette nouvelle année soit pour vous une source d'inspiration, de prospérité et de paix. Que nous continuions d'un seul bloc à construire le récit d'une Afrique forte, d'une Afrique unie et tournée vers l'excellence. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Démarrons donc à l'instant cette émission du Point sur l'actualité en évoquant ces nouvelles frappes qui ont ciblé la Fédération de Russie. Nous parlons bien sûr de la nuit du Nouvel An. Juste avant minuit, plusieurs drones ukrainiens ont attaqué un café et un hôtel bondé dans le village de Korli, dans la région de Kherson. Le bilan est lourd. On parle de 24 personnes tuées, dont un enfant, qui ont d'ailleurs été tués, 50 autres blessés. Les autorités indiquent que le nombre de victimes continue d'ailleurs d'augmenter dans la foulée. Nous avons appris que la Fédération de Russie a donc procédé à une riposte. Ce jour même, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir mené entre le 27 décembre et ce 2 janvier, une série de frappes de grande ampleur contre des infrastructures militaires ukrainiennes. Dans un communiqué publié ce 2 janvier, il fait état d'une frappe massive complétée par 6 frappes groupées visant notamment des sites de production de drones, des installations énergétiques et d'autres infrastructures exploitées notamment par les forces de Kiev. Ces opérations constituent donc une réponse directe aux attaques ukrainiennes contre des cibles civiles en Russie, qualifié justement par Moscou d'actes terroristes. Le ministère précise que des armements de haute précision ont été employés, y compris des missiles hypersoniques Kinjal. Parmi les cibles figuraient donc des installations produisant des drones ukrainiens de longue portée, ainsi que des zones servant à leur lancement, des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures énergétiques assurant leur fonctionnement avaient également été touchées. En outre, les frappes ont ciblé des infrastructures de transport et portuaires utilisés notamment par les forces ukrainiennes, des dépôts d'armes et de carburant ainsi que des sites de déploiement temporaire de militaires ukrainiens et de mercenaires étrangers. Alors, que faut-il déjà savoir autour de l'attaque qui a visé notamment la région de Kherson dans la nuit du Nouvel An? Nous faisons le point dans cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa. Il était peu avant minuit lorsqu'un hôtel et un café bondé de civils ont été pris pour cible. Selon les autorités locales, l'assaut a été méticuleusement préparé par une reconnaissance aérienne préalable. Le bilan est lourd et tragique. 24 morts, dont un enfant et plus de 50 blessés. Le gouverneur de la région, Vladimir Saldo, précise que l'un des 3 engins transportait un mélange incendiaire tactique, habituellement utilisé pour brûler les récoltes, transformant les établissements en véritable piège de feu. Sur place, l'émotion est vive. Vladimir Saldo n'a pas hésité à dresser un parallèle historique douloureux avec le massacre de la maison des syndicats à Odessa en mai 2014. Korli n'est pas la seule cible. À plus de 1000 km de là, la capitale russe a également été sur le qui-vive.
Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a confirmé l'interception de 9 drones ukrainiens. Le timing est symbolique et provocateur. À des faits, la première interception a eu lieu à 23h55, au moment précis où le président Vladimir Poutine prononçait ses vœux à la nation. Cette synchronisation démontre une volonté manifeste de l'Ukraine de frapper les symboles du pouvoir russe au cœur de leur tradition. Ces raids interviennent dans un climat particulièrement instable, marqué par la menace sur le sommet de l'État. En effet, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a qualifié de terrorisme d'État la récente tentative d'assassinat par drone contre Vladimir Poutine dans la région de Novgorod. Aussi, pour le Kremlin, ces attaques ne visent pas seulement la Russie, mais cherchent activement à saboter les efforts de médiation portés par le président américain Donald Trump. Moscou estime que cette escalade ukrainienne est une réponse directe aux tentatives de Washington de faciliter une résolution pacifique du conflit. Pour finir, l'intégration des régions de Kherson, Zaporijie, Donetsk et Lugansk à la Russie continue d'être le point de rupture majeur. Devenue zone de front prioritaire, ces localités sont aujourd'hui en première ligne d'une guerre de drones qui ne connaît plus de trêve, pas même lors des jours de fête. Pendant que les équipes médicales luttent pour sauver les rescapés de Korli, la Russie renforce ses dispositifs de défense aérienne, consciente que l'année 2026 s'ouvre sous le signe d'une confrontation qui... Monsieur Cheilou Lawson, que révèlent pour vous ces multiples frappes, du moins ces multiples attaques de drones ukrainiens en direction de la Fédération de Russie? On a parlé de Novgorod avec la résidence du président russe qui a été ciblée, Vladimir Poutine qui échappe donc à une tentative d'assassinat selon le chef de la diplomatie russe. On a qualifié au passage cette attaque d'acte de terrorisme d'État. Alors, juste après l'attaque de Novgorod, c'est Moscou qui a été ciblé au moment où le président russe s'apprêtait justement à adresser ses vœux à toute la nation. Après cet épisode-là, c'est la localité de Korli, du côté de la région de Kherson qui est ciblée. De ce côté, le bilan est lourd, on parle de 24 morts. Et plus de 50 blessés. Nous reviendrons tout à l'heure sur la réponse de la Fédération de Russie qui, à partir de l'attaque de Novgorod, avait alerté notamment sur d'éventuelles représailles. Mais déjà, que représente pour vous cette attaque de drones ukrainiens? Est-ce une façon pour Volodymyr Zelensky aujourd'hui de révéler aux yeux de tout le monde ses revers militaires sur le terrain? D'abord, vous permettez, M. Nguéné, que nous présentions nos condoléances les plus attristées aux victimes. Et ces victimes-là se préparaient à fêter l'année nouvelle. Et voilà que la guerre, le sang et aussi la mort les a frappés au seuil de cette année. Nous nous inclinons avec beaucoup de déférence devant leur dépouille et prie pour les blessés et les familles endeuillées. Je pense que le cycle de la violence, de la mort, du chaos, je pense qu'il va falloir que ceux qui sont derrière cette volonté de faire couler le sang, qui ne justifie pas de toute façon, tout à fait rationnellement l'issue de la guerre, parce que cette guerre-là, on sait, avec des éléments probants sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique, le rapport des forces, vraiment là où cette guerre va pouvoir finir. Et donc, c'est mort inutile tout simplement pour créer l'émotion, pour envoyer des messages, pour le symbolisme, et tout ça n'a pas d'effet de toute façon sur l'issue de la guerre. Et donc, pourquoi ne pas faire économie des vies humaines et continuer dans cette folie meurtrière en sacrifiant la vie des honnêtes citoyens. C'est d'abord avec émotion que j'aborde ce sujet, puisque nous sommes au début de l'année, bien que l'année va commencer le 5 ou le 6 janvier en Russie. Ceci étant dit, je pense que c'est tout à fait grave ce qui est arrivé.
Et c'est une allumette qui a été allumée, mais la conséquence, la réaction de la Russie va être à la hauteur de l'attaque, et c'est encore plus de destruction, plus de vies humaines, plus de, voyez, de chaos qui va être créé parce qu'on n'attaque pas impunément une puissance nucléaire qu'est la Russie. Et donc, alors c'est quoi cette volonté de continuer toujours pas agresser l'ours dans sa tanière, parce qu'il y a un adage qui dit on sait comment faire sortir l'ours de sa tanière, mais on ne sait pas comment le faire rentrer dans sa tanière. Et l'ours blessé est toujours plus dangereux que ce qu'on imagine. Alors, en termes rationnels, en termes polymologiques, on se demande c'est quoi le sens réel de cette stratégie. Est-ce que c'est un barreau d'honneur tout simplement pour montrer que nous avons résisté jusqu'à la fin? C'est pour un récit national, c'est pour des agendas, ou c'est l'Europe qui refuse mordicus de considérer les mécanismes de paix pour pacifier la région, et continue toujours dans leur furie guerrière qui a échoué. Et alors, il y a toutes ces interrogations qu'on se pose, puisque l'attaque n'a pas de sens sinon que de frapper, n'est-ce pas, un imaginaire, de frapper dans l'émotion des Russes, surtout d'aller vers la symbolique, puisque le président était en train de présenter ses vœux à la nation. Au-delà de ça, on cherche réellement le sens rationnel de cet acte, qui est tout simplement un acte de terrorisme. Et l'autre élément qu'il va falloir aussi noter, c'est que ces moments sont critiques. On négocie la fin de la guerre. Nous sommes dans la période de la négociation, puisqu'une guerre, en réalité, suit 3 phases. Il y a la phase de la propagande, de la préparation de la guerre. Il y a la phase de la guerre intense. Ensuite, il y a la dernière phase qui est la phase de négociation. Quand une armée, ou les officiers, l'état-major d'une armée veut engager une guerre, déjà, il met en place une cellule de négociation pour la fin de la guerre. Alors, je ne comprends pas pourquoi cette cellule-là n'est pas en train de profiter tout simplement de mettre toutes les chances de son côté, surtout avec les négociations avec le président Trump, pour arriver rapidement à mettre fin à cette guerre qui, finalement, de toute façon, toutes les destructions qui vont suivre, toutes les morts en vie, toutes les pertes en vie humaine n'auront pas d'incidence ni d'effet sur l'issue intenable de cette guerre à mon point de vue. La Russie va riposter, ça c'est certain, et la riposte a déjà commencé. L'état-major ukrainien est en danger, la vie du président Volodymyr est en danger, et tout ça, c'est un effet kamikaze dont on ne comprend pas très réellement la mécanique logique qui le sous-tend. Nous pensons que le moment est venu de fumer le calumet de la paix, de mettre toutes les chances du côté de la négociation pour arriver à la paix dans la région, et considérer justement les revendications russes qui, depuis le début, sont tout à fait légitimes. L'Ukraine doit être démilitarisée, que l'Europe ne fasse pas de l'Ukraine son proxy pour une guerre complètement insensée contre la Russie. La Russie ne va jamais déménager de l'Europe, c'est évident, et la Russie n'a jamais perdu une guerre, l'histoire est là pour nous montrer. Et donc, ce petit club qui, dans leur rêve, pensent qu'ils vont dépecer la Russie, mettre la main sur ses ressources et ensuite aller attaquer la Chine, sont dans leur rêve. Ils doivent se résoudre, n'est-ce pas, la réalité, pour construire un monde de paix, de justice, qui déplace le curseur du pouvoir d'un monde unipolaire anglo-saxon vers une multipolarité où toutes les composantes de notre famille humaine puissent avoir également droit, n'est-ce pas, de citer à la table. Vous voyez, c'est cette façon dont on peut approcher cette nouvelle, en estimant que le moment est venu de la paix et non encore de la guerre ou des attaques terroristes. Merci à vous, M. Chine. Parlerons de l'avenir, d'ailleurs, des négociations de paix entre Washington et Moscou, mais d'un point de vue général, patient parfum d'homme, Novgorod, Kherson, Moscou,
plusieurs attaques de drones ukrainiens en l'espace de quelques jours. Alors, avons-nous enfin aujourd'hui les symptômes de l'agonie d'un régime qui n'arrive plus, je vais dire quoi, qui sur le plan informationnel n'arrive plus à faire passer son message et préfère aujourd'hui procéder autrement, même si pour certains, ou du moins même si du côté de Moscou, on voit derrière ces attaques de drones un appui significatif tout de même de certaines puissances occidentales, le Royaume-Uni, dont le nom revient avec insistance. Oui. Ben, écoutez, tout à l'heure, je ne dirais pas qu'il me laisse majesté, mais c'est tout comme j'ai oublié quand même de souhaiter mes vœux le meilleur à mon frère et ami chez Loulanson depuis Manitoba au Canada. Bonne année, chers amis et frères. Vraiment, je sais ce que tu endures pour ton Togo natal, avec ce que meurtri, mais tu continues de tenir ferme, tu es debout, tu es fier. Et tu participes à l'éveil de notre continent en continuant sans cesse par ton petit apport à réveiller notre continent, à raffermir l'idée panafricaine, mais surtout à donner de l'espoir à la jeunesse togolaise et africaine. Merci pour ce sens de dévouement et de sacrifice. Alors, pour revenir à votre question, mon cher ami, ce sont les derniers soubresauts de la Falaine, en fait. Pour nous qui suivons de bout en bout cette opération militaire spéciale de la Russie sur le théâtre d'opération ukrainienne, qui n'est rien d'autre qu'un affrontement entre la Russie et l'impérialisme occidental qui a juré d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ces derniers jours, ces derniers mois, on a quand même assisté à le processus d'effondrement de la défense, n'est-ce pas, des forces de l'OTAN déguisées en militaires ukrainiens au niveau de l'Ukraine. Donc c'est la fin des patates. Et je pense que de plus en plus, il y a des élections de mi-mandat qui arrivent. M. Trump veut arriver à ces élections avec des espèces de petites victoires. Lui qui réclamait tant, n'est-ce pas, le prix Nobel de la paix. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il contente l'opinion interne américaine, son électorat, en disant, je vous ai dit, je vais mettre fin à cette guerre, et j'y suis parvenu. Parce que quelques jours, seulement je crois que 2 ou 3 jours avant, une rencontre entre Zelensky et Trump, c'est à ce moment que cette opération a été menée. Effectivement, avec l'appui des services de renseignement européens, dont le MI6 anglais, qui est vent debout dans son implication dans cette opération-là. Et deuxièmement, je pense que les renseignements suisses et russes étaient bien au courant de ce qui allait se passer. Et comme d'habitude, ils ont laissé ouvert le jeu pour que l'ennemi tombe de plein pied dans le piège qui doit être tendu. Ils étaient bien au courant de cette attaque. Ils ont fait semblant de laisser faire. L'Ukraine s'est précipitée dans le gouffre. Et en dehors de Kherson, dont on peut regretter à Kherson, 24 morts passés la mort des civils. Et quand on voit très bien que même quand la Russie bombarde, il y a très peu de civils qui meurent en Ukraine. Mais là, c'était une attaque lâche parce qu'elle n'a pas visé des cibles militaires. Elle a visé des cibles civiles, des gens qui étaient dans l'insouciance totale, qui se préparaient à des réveillons, n'est-ce pas, très ludiques pour cette fin d'année. Et c'est eux qui ont été la cible de cette perfidie militaire de la part... Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre tout cela au sérieux, patient parfum d'homme, que de se limiter au dernier soubresaut de la Falaine, comme vous le dites? Parce que là, viser tout de même la résidence du président russe à Novgorod, on se dit que s'attaquer de cette façon quand même au sommet de l'État, c'est également une façon pour Kiev de démontrer que oui, voilà, la Russie, ce n'est peut-être pas la superpuissance militaire telle qu'elle est présentée. C'est peut-être l'objectif qui est recherché derrière. Il a frappé Kherson, la localité de Korly, avec bien évidemment le bilan qui est présenté aujourd'hui. On se dit que, au-delà de tout de même,
il faut prendre tout cela au sérieux, patient parfum d'homme, tout ce qui se passe. D'abord, commençons par la ville de Kherson. N'oublions pas qu'elle est divisée en deux actuellement. Oui. Il y a une partie qui est du côté russe, Oui. et une autre partie pour l'instant qui est encore du côté ukrainien. Mm. Bon, donc au niveau de Kherson, ça peut s'expliquer très facilement. Mm. Au niveau de Novgorod, je peux vous dire que le domicile du président Poutine ne pouvait pas être touché. Il s'est tellement bien surveillé, bien gardé, que c'est un peu dans les rêveries des Occidentaux qui peuvent faire un coup comme celui-là. Mais je continue de vous dire, la Russie avait certainement les informations, il a laissé faire, et la dernière minute, il a abattu effectivement ce drone pour que cela lui serve de prétexte maintenant. Oui. On parle de 91 drones. C'est énorme, patient parfum d'homme. Des drones qui volent en basse altitude en plus. Évidemment. Alors, quand vous êtes capable d'abattre 91 drones qui volent en basse altitude, ça veut dire quand même que vous étiez préparé, vous les avez vus venir. Donc, et puis, après cela, un coup de fil a été passé à M. Trump pour lui dire, bon, voilà, le type que tu reçois, voici ce qu'il tente de faire. Parce que même les États-Unis n'accepteraient jamais cette inversion des situations. Un ennemi avec lequel ils sont en confrontation ose, je dis bien ose. Si c'était les États-Unis qui étaient à la place de la Russie, peut-être que Kiev aurait été rasé aujourd'hui. Mais on sait pertinemment que M. Zelensky n'est plus à Kiev, il se cache en Pologne, et c'est de là que ses amis lui donnent les ordres pour tenter des actions comme celle-là. Oui. Donc, c'était prévisible, ça a été éliminé. Maintenant, et vous avez vu, on ne parle pas beaucoup, la rencontre Trump-Zelensky. Zelensky, oui. A accouché d'une souris de la part de M. Zelensky. Bon, il n'a pas eu les garanties de sécurité nécessaires, Volodymyr Zelensky. Au contraire, l'information a été confirmée. Aujourd'hui, nous pensons que la Russie a carte blanche de faire tout ce qu'elle peut bien vouloir faire. Donc, stratégiquement, tactiquement, c'est la Russie qui sort vainqueur de cette unième tentative de la part de l'Ukraine et de ses amis, n'est-ce pas, de venir mordre les mollets de l'ours, n'est-ce pas, qui sort vraiment de sa villégiature. Donc, je pense sincèrement que c'est une erreur tactique encore de la part et de l'Ukraine et de ceux qui encadrent l'Ukraine dans cette tentative d'attaquer la Russie. Oui. Et cela va plutôt se retourner contre eux parce que maintenant, personne n'aura plus, n'est-ce pas, la moindre petite explication ou bien la moindre petite remontrance à faire à la Russie si elle se déchaîne aujourd'hui pour détruire complètement tout ce qui reste de capacité de nuisance de la part de l'Ukraine. Et même à l'opinion européenne, qu'on tente de montrer pour leur préparer pour nous certaines guerres. Je crois que cet acte-là retourne de plus en plus les opinions européennes en leur disant, vous êtes en train de provoquer quelque chose qui va vous dépasser. Et ça, Poutine, et je dis bien, le renseignement russe a joué vraiment une carte avec beaucoup de finesse, malgré le caractère dangereux, les drones qui vont aller frapper Moscou en plein discours du président Poutine. Ça aussi, vous me direz, c'est risqué, mais c'est ça la capacité des grandes puissances à pouvoir retourner une carte contre ceux qui sont en train de vouloir la battre, et puis de démontrer à la face du monde le véritable visage de ces gens-là qui, soi-disant, sont pour les négociations, mais qui en réalité font feu de tout bois pour démontrer qu'en réalité, cette Russie-là, elle fait plus peur qu'elle en a les capacités de se défendre. Nous pouvons, effectivement, comme l'avait dit tout à l'heure, lui infliger des dommages assez importants. Malheur en a pris, pour une fois de plus, la stratégie russe a été très efficace et aujourd'hui, la Russie a complètement les mains libres pour, si elle veut, en fonction aussi de sa stratégie, si elle veut aujourd'hui, elle peut infliger des dommages pratiquement irréversibles aujourd'hui à l'Ukraine, mais je pense que ce n'est pas dans l'optique de la stratégie de la Russie aujourd'hui. Nous parlerons des représailles russes dans le cadre de cette émission, mais M. Shea, chronologiquement, nous avons eu des événements de Novgorod. Après Moscou, revenant bien sûr sur le message de vœux du président russe Vladimir Poutine, quelques heures après, on parle de Kherson avec bien sûr la localité de Korly. Est-ce que l'attaque de Korly, pour vous, peut-elle être considérée aujourd'hui comme une sorte de compensation tout de même pour Kiev après l'échec de ces 91 drones qui ont ciblé la résidence du président russe Vladimir Poutine du côté de Novgorod?
Bien évidemment. Je pense que il faut, de toute évidence, faire une analyse euh, militaire, voyez, de cette tentative et dire que l'objectif poursuivi par l'Ukraine, de toute évidence, l'Ukraine ne reconnaît pas, il faut aussi le souligner, il faut le souligner, l'Ukraine ne reconnaît pas être l'auteur de ces attaques. C'est ce que disent les autorités officielles, mais ça ne trompe personne. Les faisceaux d'informations et de preuves ne peuvent pas les disculper de cette tentative d'attaque. Alors, c'est quoi l'objectif en réalité? Il me semble que l'objectif, c'est de tester les capacités de défense aérienne russes sur les longues distances. C'est aussi de forcer d'une certaine manière la Russie à disperser ses moyens militaires à l'intérieur du territoire pour desserrer l'étau qui se ferme sur les derniers bastions où la défense, le front ukrainien se fissure de tous les côtés. Alors pour avoir un peu de rétif, il faut justement créer ailleurs une forme de panique de façon à pouvoir desserrer cet étau. Donc c'est une genre de tactique. C'est aussi pour provoquer une réaction émotive, une peur panique au sein de la population pour fragiliser, n'est-ce pas, ce sentiment de sécurité que les Russes ont dans leur état-major, dans l'armée et surtout dans le leadership du président russe. Mais à ce point-ci, le momentum, quand on questionne le momentum, qui devrait normalement accélérer les négociations, on se demande si c'est pas une stratégie complètement l'emporte-pièce à ce moment-ci et qui, quelque part, n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. Mais ça ne trompe personne, hein. Ce n'est pas l'Ukraine qui est vraiment aux commandes. C'est les atlantistes, c'est un certain nombre de pays européens qui refusent l'échec, qui refusent en fait de s'avouer vaincu, puisque l'OTAN n'a pas été à la hauteur du combat. L'OTAN n'a pas réussi justement. L'OTAN n'a pas réussi justement à réussir ce qu'ils avaient prévu. Donc au niveau opérationnel, quand on fait une lecture opérationnelle, on se rend compte que cette tentative a été un échec puisque la majorité des drones sont interceptés ou neutralisés, ce qui permet justement à Moscou d'affirmer encore sa supériorité de ces systèmes de défense antiaérienne, les fameux S-400, les Panzer, et donc la capacité de la Russie à pouvoir avoir une main haute sur cette guerre électronique qui, de toute façon, a changé même la nature de la guerre. On est passé d'une guerre, je dirais, mécanique à une guerre électronique, à une guerre de drones, à une guerre de capacité, n'est-ce pas, où c'est plutôt les robots qui prennent le devant beaucoup plus. Et donc, c'est une guerre d'intelligence artificielle et qui est en train de structurer l'avenir des rapports de force de demain. De ce point de vue, on a vu la capacité des Russes à pouvoir, malgré toutes les sanctions qui ont été prises sur les composantes essentielles de cette guerre, leur capacité à régénérer une industrie, n'est-ce pas, de guerre, une industrie stratégique, une industrie de conception et qui a façonné l'issue de cette guerre. Donc, de ce point de vue, il me semble que la Russie a réussi à tirer son épingle du jeu, en tout cas à imposer son tempo à l'Ukraine et à tout l'Occident. C'est aussi un message d'échec du soutien logistique, technologique, de renseignement des Occidentaux et surtout des Anglais. C'est aussi le fait que il ne faut pas négliger la responsabilité indirecte
des États-Unis dans l'escalade et également la capacité de l'OTAN qui a été toujours montrée comme étant le protecteur de ces pays, mais qui en réalité est un tigre en papier si on égalise les rapports de force en jeu. De toute évidence, il faut aller vers la paix. Cette guerre a été un échec et la paix, c'est d'accepter que la neutralité de l'Ukraine, qui ne sert pas de poste avant, n'est-ce pas, dans cette guerre de l'Occident, du monde anglo-saxon, pour pouvoir morceler la Russie, s'attaquer à la Chine. De toute façon, le président chinois a été clair là-dessus. Ou vous voulez la guerre, ou vous voulez la paix, les rapports de force s'équilibrent. Et les BRICS aujourd'hui ne sont plus, sont en train d'aller vers cette rupture qui redessine la carte géopolitique mondiale et qui fait en sorte que nous sortons naturellement de cette domination post-guerre anglo-saxonne où les Américains ont pris, je dirais, le bon rôle de domination de la structure géopolitique mondiale et militaire. Et justement, M. Ché, à défaut, ou du moins, au lieu d'aller justement vers cette paix, on a l'impression que tout est réuni pour qu'on assiste à un enlisement de ce conflit. Il y a ces attaques de drones de l'Ukraine derrière. On a les représailles qui sont lancées notamment par la Fédération de Russie. Le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué publié d'ailleurs ce 2 janvier qu'une série d'attaques, de frappes de grande ampleur contre des infrastructures militaires ukrainiennes a notamment été menée. Dans son communiqué, il fait état de frappes massives complétées par 6 frappes groupées visant notamment des sites de production de drones, des installations énergétiques et d'autres infrastructures exploitées notamment par les forces armées ukrainiennes. Monsieur Chi, dans ce contexte-là, quelle place faut-il encore donner à la diplomatie, à toute diplomatie? On sait qu'actuellement, il y a des négociations qui sont en cours avec Washington. Moscou a promis de remettre toutes les preuves de l'agression ukrainienne à la partie américaine. Mais avez-vous l'impression qu'autour de la table des négociations, on pourrait réellement attendre grand-chose c'est pour parler de paix qui se poursuivent malgré justement l'escalade de tensions sur le terrain? Oui, tout à fait. Vous savez, la négociation, la diplomatie finit par s'imposer d'une certaine manière. Si les armes vont finir par se taire, il n'y a aucune guerre, même l'histoire a montré que les guerres qui ont duré 100 ans ont fini toujours par finir. Et donc, de ce point de vue, les acteurs vont changer. L'opinion est tout à fait, le peuple ukrainien est fatigué par ces longues guerres et qu'il va falloir absolument aller vers la paix. Maintenant, si l'OTAN, c'est les pays occidentaux qui refusent de s'avouer vaincus et qui considèrent qu'il va falloir toujours, ils ont perdu peut-être une bataille, il va falloir se projeter dans un futur, et le président français l'a dit, il faut se préparer vers une guerre totale vers l'an 2030. Et donc, nous avons perdu une bataille aujourd'hui, mais il faut relever, il faut gagner la guerre vers 2030. Donc, on est vers un déplacement, n'est-ce pas, de la guerre. On est dans une projection dans le futur, mais le fond, le substrat, le modus operandi, le modus vivendi reste absolument le même. Donc, le raisonnement n'a pas changé. C'est tout simplement parce que les moyens, les capacités militaires ne permettent pas aujourd'hui d'atteindre les objectifs. Donc, nous allons vers un conflit existentiel. Un conflit, c'est pas seulement un conflit territorial, mais c'est aussi un conflit existentiel, idéologique, un conflit de pouvoir, un conflit de garder, n'est-ce pas, la domination, en tout cas les leviers de domination dans un carré bien précis, dans un monde anglo-saxon où on ne veut pas voir le monde changer. Le problème, c'est que l'histoire de l'humanité, c'est des cycles. Donc, nous sommes rentrés dans un cycle après la Deuxième Guerre mondiale qui a vu cette domination qui dure aujourd'hui 90 ans. Mais nous sommes au paroxysme de cela et nous changeons aussi d'échelle. Et de ce point de vue, il faudrait qu'ils lisent, n'est-ce pas, qu'ils aillent lire les enjeux
fondamentaux, les dynamiques profondes de l'évolution de l'histoire pour saisir ces aspects et comprendre que leur gesticulation aujourd'hui n'est que des barreaux d'odeur qui ne feront pas vraiment changer l'histoire des choses. L'Occident continue pas à utiliser l'Ukraine comme un instrument de pression géopolitique, de positionnement. Mais c'est déjà perdu, puisque la guerre, de toute façon, bien que cette guerre va être longue, va nécessiter une économie de guerre, une mobilisation technologique, mais ils n'ont pas l'effectif pour ça. Regardez comment la France, par exemple, le ministre de la Défense va dire aux mères de se préparer à aller sacrifier leurs enfants, alors que c'est des pays qui, quand vous analysez la pyramide des âges, c'est des pays de plus en plus âgés, où ils ont besoin plutôt de cette jeunesse-là pour, au niveau de la main-d'œuvre, pour soutenir l'économie de ces pays. Et si on va les sacrifier dans une guerre, vous comprenez alors que là, c'est la catastrophe au bout de cette logique de chaos qui, au pays, a un capitalisme effréné, un capitalisme sauvage, où l'humain n'est pas vraiment, je dirais, l'objectif poursuivi, mais plutôt on se sert de l'homme pour atteindre l'accumulation du profit. Et cette accumulation n'a pas de morale, n'a pas de conscience. Tout simplement, il faut créer le chaos pour pouvoir tirer le meilleur du profit. Nous sommes à la fin de cette logique-là, et c'est ce que les grands philosophes appellent le postmodernisme, c'est-à-dire nous quittons cette dynamique où on avait cru que les grands récits, les méta-récits sur le progrès devaient nous amener à la liberté, à la souveraineté. On s'est rendu compte que le capitalisme a saisi le cœur de cette dynamique et en a emprisonné sa conscience. Et donc aujourd'hui, il faut plutôt qu'on accélère le monde multipolaire, on redistribue les cartes et on fait émerger les nouveaux dragons comme l'Afrique, comme les pays du BRICS, et les Occidentaux doivent accepter de ne plus être au centre de cet européocentrisme qui fait avec mépris, de regarder le monde avec arrogance pour mieux l'exploiter. Je crois que cette dynamique est en train de changer, c'est inversé. Il va falloir l'intégrer dans leurs analyses, en tout cas dans la reconfiguration de l'équilibre géopolitique mondial. Alors, merci à vous, M. Ché. Alors, passez en parfendum juste après les événements de Novgorod, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a pris la parole. Il a qualifié tout cela d'actes de terrorisme d'État. Et par la suite, il a dit Moscou laisse les portes des négociations ouvertes, mais devra revoir sa position dans les négociations. Alors, que faut-il entendre par là? Est-ce une façon pour la Fédération de Russie de durcir davantage sa position dans ces négociations de paix? Est-ce le scénario auquel il faudrait désormais s'attendre, partant déjà du fait que les exigences qui sont mises sur la table par la Russie jusqu'ici ne sont pas acceptées justement par les pays occidentaux et notamment par l'Ukraine? Mais c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé d'un piège. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs dans une période comme celle-ci, oui, où vous êtes acculé, vous êtes sur la défensive, vous perdez, c'est le cas de l'Ukraine, vous perdez, vous avez vu le ratio en termes d'échange de morts, oui, il est énorme, c'est-à-dire que l'armée russe ukrainienne, autant pour moi, perd beaucoup d'hommes, elle n'a plus la capacité de rotation qu'il faut, elle n'a plus la capacité d'armement comme au début sur Biden, oui, donc elle est en difficulté. Et quand vous êtes dans cette situation-là et que c'est vous qui êtes de plus en plus demandeur d'une rencontre de négociation, vous ne pouvez pas vous lancer dans des opérations pareilles parce que si le renseignement de votre adversaire est très pointu, comme c'est le cas de renseignement de la Russie, on peut vous tendre un piège et retourner justement cette initiative contre vous avec les conséquences que vous ne pouvez pas imaginer ou bien qui peuvent être dommageables et pour les négociations et pour le terrain militaire. Pour les négociations, on voit bien que la demande russe, oui, va monter encore, n'est-ce pas, Christian, en termes de ce que veut la Russie.
Oui. Si la Russie était dans une échelle, je ne sais pas, de 5 à 2, je pense qu'ils vont encore monter peut-être à 4 du point de vue de leurs revendications. Oui. Moi, je ne serais pas étonné. Est-ce que cela ne va-t-il pas complexifier davantage les négociations? Rien du tout. Pour l'instant, on est au point mort. Rien n'avance. Toujours pas de cesser le fait qui est sollicité et qui est recherché par tous les acteurs. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky n'est toujours pas prêt à faire certaines concessions, notamment sur les terres rares avec les États-Unis. Ça coince également à ce niveau. Du côté de la Russie, Vladimir Poutine reste intransigeant sur certains aspects liés notamment à la militarisation de l'Ukraine, aux territoires qui ont été ralliés à la Fédération de Russie suite justement au processus de référendum organisé de ce côté. Il y a déjà ces exigences qui passent mal. Le fait de les revoir à la hausse ne fait-il pas craindre, je vais dire quoi, un enlisement total au regard justement de l'évolution de ce conflit patient parfendum? C'est là où vous commettez une erreur grave quand vous parlez d'enlisement. Il n'y a pas d'enlisement. Il y a un camp qui est en train d'avancer. Plus de temps passe. Mais le conflit n'est toujours pas résolu. On est toujours dans ce conflit. C'est pourquoi moi je parle d'enlisement. Plus le temps passe. Oui. Plus vous allez voir que la Russie va revoir à la hausse ses demandes, ses exigences claires. Et qui est le perdant dans cette affaire? C'est M. Zelensky. Ce sont les Européens, c'est l'Ukraine. Je vous ai dit la fois dernière... Quand on vous écoute patient parfendum, on a l'impression qu'il faudra forcément tout donner à la Fédération de Russie. Céder à toutes ces revendications et à toutes ces exigences. Mais ils ont perdu la guerre. La Russie n'a pas de concession à faire dans... L'Ukraine a perdu la guerre. L'Ukraine ne le comprend pas, l'Occident ne le comprend pas. Ils ont perdu la guerre. Oui. Dans toutes les résolutions des conflits dans le monde, c'est le gagnant qui fixe les conditions de la reddition de l'ennemi. C'est clair. Mais l'Europe ne veut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que cette guerre-là a été déclenchée aussi pour des besoins, j'allais dire, économiques réels, pas seulement géopolitiques. Mais la zone où vous avez jeté leur dévolu pour essayer de s'enrichir en pillant le sol ukrainien est aujourd'hui pratiquement entre les mains de la Russie. Plus de 60% des minerais et de tout ce qu'ils escomptaient avoir, même de ce que M. Trump a voulu négocier, se trouve dans ces parties. Si en plus, ils font durer, comme vous dites, ils essayent de figer la guerre alors qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de le faire, la Russie, elle, continue d'avancer. Même l'accès à la mer, au niveau de Odessa, ils vont la perdre bientôt. Et cela a des conséquences à l'intérieur de l'Ukraine. Parce que si hier encore le narratif de non jusqu'au dernier Ukrainien semblait marcher, aujourd'hui, beaucoup d'Ukrainiens se posent la question sur, n'est-ce pas, cet aveuglement de leurs dirigeants et l'incapacité de l'Occident, surtout de l'Europe, à pouvoir vraiment les aider à contrer suffisamment la Russie. Sans oublier les scandales de ces derniers jours. Vous avez vu le scandale de l'ami du bras droit, on l'appelait demi-dieu en Ukraine. Scandale de corruption. Voilà, qu'il a été obligé de fuir, dont les Ukrainiens voient très bien qu'ils sont là dans un marché de dupes. Et je peux vous dire que de plus en plus, dans des zones qui ne sont même pas encore dans l'escarcelle de la Russie, des populations attendent vraiment vivement que l'armée russe avance rapidement et puisse les sécuriser. Donc, dans cette partie d'échec-là, le temps joue en la faveur de la Russie. Le temps ne joue pas en la faveur de l'Ukraine. C'est pour cela qu'intelligemment, à mon sens, l'Ukraine devait être la partie qui force les négociations pour qu'il puisse avoir au moins la portion congrue qui lui permettra d'exister en tant qu'État. Parce que avec ce qui se passe là, ça va être la chute du gouvernement ukrainien, ça va être l'imposition d'un gouvernement qui ne sera plus du tout, alors là, pas du tout, en faveur de l'Occident. Et troisièmement, les requêtes de la Russie, à savoir la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, seront des exigences que la Russie sera obligée de mettre sur la table de négociation le moment venu, parce qu'elle ira à ces négociations-là en position de force. Et c'est à ce niveau que je me dis, mais l'aveuglement des Occidentaux
va leur faire perdre cette partie d'échec. Il fallait plutôt qu'ils se disent, à défaut de remporter cette guerre, essayons au moins de récupérer le menu fretin qui nous reste. Mais tel que cette affaire-là est en train d'évoluer, il risque de tout perdre totalement et de ne plus avoir quoi que ce soit dans cet espace ukrainien, avec toutes les pertes en termes d'argent, en termes de matériel, en termes d'hommes qui seront consentis pour perte pure. Merci à vous. Nous allons souffler un tout petit peu et prendre cette petite transition avant de retrouver juste derrière nos téléspectateurs, ceux qui souhaitent d'ailleurs réagir et participer à cette émission. On rappelle que c'est la première production de cette année 2026. Nous allons donc parler de la monnaie russe qui atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, contre toute attente et en dépit justement d'une pression sans précédent des sanctions occidentales. Le rouble russe s'impose comme l'une des devises les plus performantes de l'année. En ce début d'année 2026, la monnaie nationale a donc bouclé un cycle de 12 mois marqué justement par sa plus forte appréciation depuis 1994, déjouant les pronostics d'effondrement financier. Ce renforcement historique, porté justement par une restructuration profonde des échanges commerciaux et une politique monétaire rigoureuse, soulève de nouvelles questions sur l'efficacité réelle des mécanismes de coercition économique face à la stratégie de souveraineté financière impulsée justement par Moscou. Depuis le début de l'année 2025, la monnaie nationale s'est appréciée de 45%, le taux de change par rapport au dollar atteignant 78 roubles, alors que les acteurs du marché s'attendaient à le voir dépasser 100 roubles à la fin de l'année. Outre les grandes devises que le rouble russe a surpassées face au dollar, selon l'agence de presse américaine Bloomberg, il se trouve aussi parmi les 5 actifs mondiaux les plus performants, aux côtés du platine, de l'argent, du palladium et de l'or. Pour la Russie, dont l'économie reste une grande cible pour les dirigeants occidentaux qui tentent de l'affaiblir depuis longtemps au moyen de sanctions et autres restrictions, le renforcement de sa monnaie nationale constitue non seulement un succès sur la scène internationale, mais aussi un levier précieux pour résoudre des questions internes. Malgré la dégradation des conditions externes, le rouble reste fort. Le premier facteur est l'application de la règle budgétaire. Le second tient aux effets d'une politique monétaire restrictive. Celle-ci contribue à une dynamique modérée des importations, ce qui réduit la demande de devises. Des taux d'intérêt élevés soutiennent également l'attractivité des actifs libellés en roubles par rapport aux actifs libellés en devises étrangères. Par ailleurs, le besoin en devises étrangères diminue sous l'effet des mesures de substitution aux importations et du soutien aux producteurs nationaux. Il s'agit de facteurs structurels dont les effets se font sentir sur le long terme. À court terme, le taux de change du rouble est également influencé par les anticipations liées à la situation géopolitique. L'appréciation du rouble observée cette année continue par ailleurs d'exercer un effet désinflationniste, bien que celui-ci soit désormais moins marqué. Un fait surprenant, il semblerait que tout le monde s'attendait à un impact négatif, non seulement à cause des nouvelles sanctions que l'UE impose sans relâche, mais aussi en raison de la chute des prix mondiaux du pétrole. Alors qu'une telle dynamique aurait normalement dû entraîner un affaiblissement de la monnaie, c'est l'inverse qui s'est produit. Bien que la Russie possède incontestablement d'immenses ressources pétrolières, la majeure partie de ses recettes budgétaires ne provient pas de ces dernières. C'est ce qu'a déclaré le directeur du service fédéral des impôts, soulignant que cette année, le ratio entre les recettes non pétrolières et gazières et les recettes pétrolières et gazières était de 70 contre 30, alors qu'en 2018, ce ratio était d'environ 50-50. D'ailleurs, selon le président russe lui-même, dépendre uniquement du pétrole serait imprudent. Si nous achetons tout avec du pétrole et du gaz alors qu'ils tentent de nous les couper, la Russie perdra simplement sa compétitivité, puis sa souveraineté. Mi-février 2025, pour la première fois depuis septembre 2024, le dollar a fortement chuté face au rouble sur le marché des changes internationaux. Cette situation peut s'expliquer en partie par la nouvelle escalade protectionniste de Donald Trump. Les droits de douane, la hausse des tarifs et l'instabilité économique ont probablement affecté la confiance des investisseurs, ce qui, par ricochet, a influencé le statut du dollar. Le rouble, quant à lui, a gagné en attrait malgré diverses restrictions. La Russie a maintes fois affirmé son ouverture à la coopération avec les pays prêts et sincèrement disposée à le faire. Récemment, Moscou a entamé une transition pour effectuer ses règlements en roubles avec les pays de l'Union économique eurasiatique et ceux des BRICS.
Le président Trump faisait surtout référence au rôle du dollar sur les marchés internationaux en tant que moyen de paiement. Or, les politiques de l'administration précédente, qui ont consisté à instrumentaliser le dollar, ont conduit à une réduction de son usage comme monnaie mondiale. Aujourd'hui, plus de 85% des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine sont réalisés en devises chinoises et russes. Plus de 90% des échanges de la Russie avec les pays de la communauté des États indépendants se font également en devises nationales, principalement en roubles. Le dollar, en soi, fonctionnait parfaitement, tout le monde l'utilisait. Mais l'administration américaine précédente a fait le choix d'en faire un instrument de pression et a restreint notre accès au système international de paiement. Nous avons donc développé notre propre système et utilisons nos propres ressources. En 2022, quelques mois après le début de l'opération militaire spéciale, le président Vladimir Poutine avait averti « Le dollar se déprécie et le rouble se renforce ». Cependant, ces paroles n'avaient visiblement pas été prises au sérieux en Occident. En effet, les dirigeants européens comptaient sur l'effondrement de l'économie russe grâce à leurs nombreuses sanctions. Nous ferons tout notre possible pour mettre la Russie et Poutine à genoux. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. De toute évidence, le plan européen était vain et destiné à échouer. La Russie, quant à elle, n'a fait que tirer profit des sanctions qui lui ont été imposées. Bien entendu, la stabilité du rouble a considérablement renforcé la réputation de la Russie aux yeux des pays et des banques étrangères. C'est un point extrêmement important. Dans une situation de pression par des sanctions, la devise est stable. C'est bien la preuve que la Russie a pris ce nouveau paquet de sanctions européennes et l'a simplement jeté au fond de l'armoire avec les autres paquets. Indéniablement, et ce malgré tous les obstacles que les pays européens ont tenté de mettre sur la route de la Russie depuis des années, cette dernière a su les contourner, renforçant ainsi sa monnaie nationale et son économie, détruisant les fantasmes occidentaux d'une économie russe à genoux. Voilà. Ça, c'est sur le plan économique. Alors, M. Shea, sur le plan diplomatique, les pourparlers d'ailleurs de paix se poursuivent, mais la sortie du chef de la diplomatie a laissé une ambiguïté qui nous pousse d'ailleurs à nous interroger sur la nouvelle posture que la Fédération de Russie devra donc, du moins, devra adopter désormais face justement aux autres interlocuteurs, laisser la porte ouverte aux négociations, ça forcément il fallait s'y attendre. Mais quand Moscou dit qu'elle va revoir sa position, alors qu'est-ce que cela révèle au regard déjà des exigences qui sont mises sur la table par la partie russe? Alors, évidemment, là, vous savez, le chef de la diplomatie russe est un axe de la politique internationale, de la politique russe, et ses paroles doivent être scrutées avec beaucoup d'acuité. Ce qu'il dit là annonce déjà le positionnement ou la perspective de la Russie. Vous savez, le président Trump, qui voudrait voir cette guerre se résoudre rapidement, a fait pression d'une certaine manière pour que la Russie puisse considérer un certain nombre d'amendements à sa position initiale de façon à être acceptable pour les Ukrainiens. Et donc, la Russie a concédé un certain nombre un certain nombre de positionnements de façon à permettre qu'on puisse arriver à un accord, tout en maintenant l'ensemble corpus tout à fait cohérent, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine et aussi faire en sorte que ce pays soit dénazifié et qui ne sert pas tout simplement de porte flambeau de cette guerre de l'OTAN qui menace la sécurité de la Russie. Donc les fondamentaux sont là. Maintenant, sur ces fondamentaux, mais la logique de la guerre s'est imposée
en termes d'acquis territorial. Tout le Donbass qui a été acquis par la Russie, eh ben, la Russie a fait un référendum et donc il n'y a pas de question pour les Russes qui ont perdu bien évidemment des soldats de revenir à la case de départ. Donc ces territoires-là doivent être intégrés dans la Fédération de Russie et tout ça font en sorte que l'Ukraine doit concéder à une perte énorme, en tout cas, de son territoire national. Alors, tous ces éléments-là sont en discussion et également les points stratégiques en termes de capacité nucléaire. Vous savez que l'Ukraine dispose des centrales nucléaires, ces centrales-là qui ont été montées de toutes pièces, créées et fabriquées par les Russes, puisque l'Ukraine était un territoire russe sous l'ère soviétique. Alors ces centrales nucléaires sont absolument essentielles dans l'architecture énergétique de l'Ukraine. Alors, il y a des discussions de façon à ce qu'on puisse préserver cela, mais également les questions de ressources, les terres rares, qui sont au cœur également des négociations, et enfin la question de la sécurité pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, qu'on revienne encore à la case de départ en termes de conflit dans les années à venir. Voilà les éléments qui étaient en discussion. Donc, avec l'agissement de cette tentative de terrorisme sur la résidence du président russe, aujourd'hui, je pense que les mesures, cette porte entrouverte par la Russie va être fermée et nous allons vers une porte fermée. Mais la démarche va-t-elle dans le sens d'un apaisement ou alors d'un enlisement, monsieur Chi? On a l'impression que le fait de durcir cette position ne va pas arranger les choses sur le terrain, parlant justement de ce terrain de négociation. Vous avez raison, monsieur Nguéné, mais ce qu'il faut savoir, que nous sommes dans une dynamique qui est imposée par la logique de la guerre. Et je crois que Parfendam l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui gagne la guerre qui impose les conditions de la paix. Et là, c'est une loi implacable à laquelle les Européens le savent, puisque, c'est pas ces mesures qu'ils ont conçu l'architecture de sécurité, de contrôle et de domination du monde après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Américains qui ont gagné cette guerre avec les 2 bombes sur Nagasaki et Hiroshima. Ils ont imposé les conditions de la paix au Japon, mais aussi également à l'ensemble de l'Europe, notamment à l'Allemagne, voyez-vous. Et donc, c'est quand même assez étrange aujourd'hui qu'on veut remettre en cause cette logique, mais de toute façon, la Russie ne va pas, en tout cas, lésiner sur ces revendications qui ont justifié l'opération spéciale. Et par conséquent, pour qu'on arrive à la fin de cette guerre, il va falloir tout simplement tenir compte de ces revendications, de ces dispositions pour construire la paix. Il faut aussi noter de toute évidence que allez-y, monsieur Chi, j'ai l'impression que votre micro est désactivé. Il faut aussi noter de toute évidence que nous sommes encore dans l'opération spéciale. C'est ça aussi qu'il va falloir aussi mettre en perspective dans l'analyse. C'est-à-dire que la Russie n'a pas choisi la guerre totale, la guerre de destruction massive. Elle est toujours dans sa logique de départ, qui est une opération spéciale pour rétablir un certain nombre d'incongruités, de non-respect des accords de Minsk, de violences faites à la population russophone dans le Donbass, et également anticiper sur ce plan de l'OTAN qui est toujours dans cette logique de créer un étau de resserrement autour de la Russie pour pouvoir contenir l'ours blanc de la Russie. Et donc, c'est ça. Alors, pour pouvoir desserrer cet étau et éviter alors que l'OTAN, qui depuis la
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une ligne de fracture entre l'URSS, l'ancienne puissance, et les États-Unis, a créé le front de la guerre froide, eh bien, l'OTAN n'a pas respecté ces accords et font une plongée de plus de 1000 kilomètres jusqu'à menacer le territoire vital de la Russie. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont amené à ce que les Russes anticipent sur ça pour arrêter le rouleau compresseur qui est en train de les enserrer. Et c'est ça aussi fondamentalement. Donc, la Russie n'est pas encore dans la guerre totale, dans la guerre nucléaire, dans la guerre de destruction massive. Sinon, eh bien, vous imaginez qu'avec les missiles comme Oshnik ou encore Stinger, avec tête nucléaire, on aurait pu raser l'Ukraine très rapidement. Et donc, on n'a pas encore changé d'échelle. On est toujours dans ça. C'est pourquoi ça semble s'enliser. On discute. On va plutôt vers la dronification de la guerre pour pouvoir contenir cet espace-là. Et ça donne également l'opportunité aux pays occidentaux de continuer aussi par fournir des armes, à les faire transporter. Les moyens de transport, on les connaît, de la Pologne ou encore des pays environnants qui passent par les rails et tout, et qui nourrissent un certain nombre de lieux de dépôt. On connaît toute cette architecture, mais on les laisse agir tout simplement, et c'est devenu un peu comme un type de guerre assez spécial, mais qui prépare d'autres guerres en réalité dans le futur. Et donc, c'est genre de guerre qui ne permet pas qu'on utilise des armes d'un certain calibre. Vous comprenez alors qu'on serait un peu dans ce micmac-là, mais à la fin de la journée, c'est l'Ukraine qui s'épuise, c'est son économie qui devient de plus en plus désastreuse, c'est les Ukrainiens qui deviennent des réfugiés un peu partout dans le monde, en Europe et dans le monde, et donc il va falloir que l'autorité ukrainienne comprenne la souffrance qui est imposée au peuple ukrainien pour qu'on arrête cette guerre et trouver les conditions de la paix et de vivre ensemble. De toute façon, c'est le même peuple, et ce même peuple doit trouver les conditions de vivre en paix pour ne pas se laisser manipuler par la volonté de domination, la volonté de puissance qui s'exprime et qui refuse, d'une certaine manière, à ceux qui ont dirigé, continuent pas à diriger le monde, ce monde unipolaire, de continuer pas à tirer leur épingle du jeu d'une certaine façon, en vouloir imposer un rythme, une cadence qui obéit à la logique du profit au monde entier. Parce que ce qui se passe à l'Ukraine, c'est ce que nous avons toujours subi en Afrique depuis plus de 600 ans d'une certaine manière, et c'est ça qu'on retrouve d'une certaine manière qui est en train d'instrumentaliser parce que on vise la Chine, et la Russie étant une puissance militaire, il faut l'affaiblir pour pouvoir vraiment s'attaquer à la Chine. Malheureusement, ils ont rencontré sur leur chemin la capacité de résilience, la capacité, n'est-ce pas, de la Russie de générer une économie de guerre, une transformation technologique et une puissance militaire qui font en sorte que les cartes doivent être repensées d'une certaine manière et qui annoncent la déchéance de ces puissances occidentales qui ont dirigé le monde par la violence et une forme de capitalisme sauvage jusqu'à ce jour. Donc, les cas sont en train d'être redessinés et il me semble que l'Ukraine a servi tout simplement de cobaye à ces forces-là qui se sont affrontées, mais il me semble que le peuple ukrainien doit pouvoir lever le ton et changer ses dirigeants et augurer, n'est-ce pas, des négociations de paix pour la paix et la sécurité et pour sauver ce qui reste encore, sauver les meubles et sauver les vies humaines surtout. Merci à vous, M. Ché. Alors, nous allons écouter Marc avant de revenir faire un dernier tour de table. Bonsoir à vous, Marc. Bienvenue. Bonsoir, Marc. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonsoir et bienvenue. Alors, est-ce qu'on a Marc au niveau de la réalisation? Alors, je pense poursuivre en attendant de le retrouver. Je pense que je ne sais pas trop ce qui se passe avec son signal.
Alors, une situation aujourd'hui inédite. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. On vous appelle comment? Bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media Africa. On vous appelle comment? Bonsoir, je vous remercie. Je remercie votre chaîne qui vous fait pour toute l'Afrique. Je vous remercie. Cette année, ça sera l'année de bonheur pour tous les pays africains. Nos grands frères qui sont assis, souvent, j'ai oublié les noms. Souvent aussi, la Français, on ne dit pas ça comme ça. Et puis, je vous appelle depuis une petite. Je m'appelle Afidou. Ce qui se passe dans ce monde-là, c'est tellement dangereux. Les Européens, là, ils ont imprimé tellement les faux billets. Ils ont imprimé les dollars, les euros, tellement c'est versé dans toutes les banques du monde. L'argent, là, ça commence à reverser sur eux maintenant. Le monde 2026, là, on a un peu peur. Parce qu'ils ont tellement imprimé les faux billets, que les faux billets, là, ont les reverser sur eux maintenant. C'est obligé qu'il faut, si on n'a pas eu l'argent, on va rentrer dans la troisième guerre mondiale. Pourquoi? C'est que la Russie a monté un général américain qui est venu là-bas. C'est un fils américain qu'ils ont utilisé pour tirer sur aux maisons de Poutine. C'est un chose qu'ils voulaient montrer les preuves. C'est-à-dire que les Américains ne vont pas se reculer comme que les gens pensent. Les Américains ne vont pas se reculer. Ils ont changé notre stratégie pour essayer de fermer et déstabiliser la Russie petit à petit. Sinon, ils ne vont pas se reculer. Même les Européens ne vont pas se reculer parce qu'ils sont dos au mur actuellement. Ils ne peuvent rien faire. Là, s'ils n'ont pas fait la guerre, ils sont tous. C'est ça qui est dans leur idée là. Ils n'ont plus rien à faire si ce n'est pas la guerre. Sinon, s'ils n'ont pas fait la guerre aussi, ils sont tous foutus. Aucun pays européen ou bien américain ne peut plus s'en sortir dans ce monde-là encore. Parce qu'ils ont tellement imprimé les fonds billets que les fonds billets là commencent à reverser sur eux maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. C'est l'argent maintenant qui vient sur eux maintenant, ça commence à les déstabiliser. Ce n'est pas nous-mêmes qui les déstabilisons, c'est l'argent là qui commence à les déstabiliser. Bonsoir, je vous remercie beaucoup. Je remercie mon grand frère qui a assis sur le plateau. C'est ça que moi aussi j'ai analysé dans mon travail. Oui, c'est nous que vous disons. C'est donc que vous disons merci. Vous êtes aux côtés de Patient Parfendom et de chez Elou Lawson. Alors, nous allons prendre Marc qui est également au standard. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à M. Tché et M. Patient Dom. Leur dire aussi bonne année à vous. En tout cas, pour cette année 2026 de lutte encore pour l'Afrique et pour tout ce qui se passe dans le monde. Moi, je pense que au début de cette guerre, tout le monde avait dit qu'en 3 jours, tout va aller pour le mieux. Et d'ailleurs, les Russes ont dit que dans 3 jours, ils vont dénazifier l'Ukraine. C'est vrai. Mais ils ont eu du soutien des Européens qui avaient préparé, en tout cas, la destruction de l'Ukraine depuis lors. Par Angela Merkel et François Hollande, vous avez entendu tout ce qu'ils ont dit. Et les laboratoires biologiques qu'ils ont mis sur l'île aux serpents, à la porte de la Russie, et tout ça, et même en 91, tout ce qui a été dit par le prédécesseur de Vladimir Poutine, et tout ça fait de telle sorte que les Européens et les Occidentaux n'ont pas, en tout cas, respecté tout ce qu'ils ont dit. Et c'est cela qui a amené la destruction de l'Ukraine. Les Ukrainiens, l'Ukraine, il y a l'Ukraine Est du côté de la Russie et l'Ukraine Ouest du côté des Occidentaux. Donc, je peux dire que l'Ukraine est un conglomérat de tous les qu'on appelle les ethnies, les races qui sont en Ukraine. Et cela a fait de telle sorte que cette guerre absurde, ou bien en tout cas cet affrontement absurde est arrivé. C'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'à la porte de la Russie, les gens s'en vont créer des laboratoires biologiques sur l'île aux serpents. Est-ce que cela, en tout cas, est normal? Or, les Russes que vous voyez, tous sont nés à Kiev. Même les Tsars, beaucoup sont de Kiev. Donc, c'est 2 pays ou bien 2 peuples cousins.
qui sont là, en quoi ils vont arriver à cette guerre s'ils ne sont pas instrumentalisés? Et à chaque fois qu'on voit un bout de paix où ils vont arriver à s'entendre, il y a l'Angleterre qui amène toujours, en tout cas, quelque chose. Et ce coup qui vient d'être fait au dernier moment, où M. Trump est en train, en tout cas, de faire tout possible qu'il y ait la paix. Mais tout le monde dit aujourd'hui que c'est l'Angleterre, selon les médias, ils disent que c'est les Anglais qui ont provoqué ça. Mais en quoi, tout le temps, et ils ne veulent pas la paix, ils deviennent plus belliqueux que les autres. S'ils veulent aller faire la guerre à la Russie, mais qu'ils laissent les Ukrainiens tranquilles et qu'ils prennent leur armée pour aller faire la guerre. Ça pourra être mieux que de provoquer un peuple qui est en train d'être détruit, et après ils ont envoyé tout ça à l'ONU pour que les pays africains votent. Personne n'a voté. Ce n'est que quelques suppôts qui ont pu quand même soutenir cette absurde guerre. Nous, les Africains, cette fois-ci, ils ne vont pas nous mettre dans cette histoire. Moi, je demande vraiment à tous nos pays africains que personne ne s'intègre à ces trucs-là. Parce que Macky Sall avait voulu instrumentaliser tout un peuple à aller faire cette guerre, mais heureusement pour nous, ce monsieur-là est parti. Et tous ceux qui sont aujourd'hui les présidents de nos pays africains, ne vous mêlez pas à cette confrontation. Nous, on regarde seulement que les BRICS, qui est quand même une organisation de développement, et c'est là que nous devons partir. Nous ne devons pas nous mêler à cette guerre absurde. Mais la Russie est une puissance nucléaire. Aucun pays qui n'est pas une puissance nucléaire ne peut, en tout cas, se battre contre la Russie. Avec la technologie qu'ils ont, mais c'est parce qu'ils ne font pas de guerre. Ça, ce n'est pas une guerre. C'est une opération spéciale, comme le président Poutine l'a dit. C'est tout. Sinon, je ne vois aucun pays en Europe qui peut aller combattre la Russie. Depuis qu'ils ont commencé, depuis les années du 19e siècle, du 7e siècle, jusque-là, moi, je ne vois pas un pays qui peut aller combattre, en tout cas un pays de 17 millions de kilomètres carrés avec combien de millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Donc, que l'Angleterre baisse, en tout cas, la tension, afin qu'il y ait la paix en Europe. C'est ce que tout le monde demande aujourd'hui. Tous les peuples européens demandent ça aujourd'hui. Les Anglais, ils sont dans leur île, qu'ils restent tranquilles dans leur île, et la paix viendra. Il ne faut pas instrumentaliser les Ukrainiens. En Turquie, il a failli avoir, en tout cas, cette paix-là. Et puis, ils ont instrumentalisé avec un certain premier ministre qui allait causer des problèmes. Mais il arrête un peu. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Donc, bonne année à tous. Et puis, nous voyons que, en tout cas, il peut y avoir quand même une paix prochainement en Europe. Merci beaucoup. Vous êtes optimiste, Marc. Merci à vous pour votre contribution ce soir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur votre média panafricain For You Média Africa. Nous évoquons ces attaques de drones ukrainiens ayant d'ailleurs visé plusieurs sites du côté de la Fédération de Russie. On a parlé de la résidence du président russe, visé donc dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025. C'était à Novgorod. Nous avons parlé bien sûr de l'attaque de drones du côté de Gorli dans la région de Kherson. On parle d'un bilan lourd, plus de 24 personnes tuées. Dans la foulée, Moscou a annoncé avoir frappé justement plusieurs sites militaires ukrainiens en représailles bien sûr à ces attaques de drones ukrainiens. Et alors nous allons prendre le prochain appelant. Allô, bonsoir. Bonsoir le prince de Matom, bonne année à vous. Permettez-moi de saluer, permettez-moi d'adresser mon bonne année à toute la maison de For You Média. Et je vais dire vraiment merci et bonne année à Papa Parfendom pour toutes les instructions et pour toutes ces analyses qu'il a fait durant toute l'année 2025. Bonne année aussi à Papa Chelou Lawson. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous durant toute l'année 2025 et que l'année nouvelle qui est en train de commencer, que Dieu puisse faire, qu'il puisse encore bien nous édifier, et à tous vos invités que vous invitez sur les plateaux, à tous ces experts-là, qu'ils puissent encore monter d'un cran pour pouvoir mieux sensibiliser les peuples africains, afin que nous puissions mener à bien la lutte et sortir vainqueurs. Moi, je dis merci à eux. Ceci étant dit,
je reviens sur le sujet concernant donc, la Russie. Vraiment, je vais saluer le génie de Papa Bafendom qui l'a bien s'y expliqué. Là, alors, en stratégie, il y a certaines erreurs qu'on ne commet pas. Il vient donc alors de commettre cette erreur-là. Et ça permet donc à la Russie d'avoir donc la main vraiment très ouverte, de pouvoir agir sur tous les plans. Alors, ils sont en train donc d'échouer sur tous les plans. Et ils se disent qu'en faisant cela, ils vont prouver aux yeux du monde que la Russie n'est pas tellement aussi si puissante qu'on le croyait. Mais depuis Napoléon, où la Russie tsariste avait écrasé définitivement l'armée de Napoléon, et alors durant aussi donc la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est sortie donc vainqueur. Ils n'ont donc jamais apporté une défaite cuisante à la Russie. Ils ne pourront jamais. Et je pense que lors de certaines interviews avec son Excellence Monsieur le Président Vladimir Poutine, il disait qu'on est parti pour moi sur une guerre de 10 ans. Donc, il sait donc de quoi il parle. C'est un grand stratège et ils comprennent bien où va le monde. Alors là, ils ont donc ouvert ce qu'on appelle le piège au quartier et les Occidentaux donc sont entrés à l'intérieur. Et donc, exactement, aux yeux du monde entier, on comprend qui est l'Europe occidentale qui est en pleine décadence actuellement. Donc, tout a été bien planifié, non seulement par ce nouveau monde multipolaire, pour déstabiliser non seulement ce qu'on appelle l'impérialisme à la tête de laquelle nous avons l'Amérique et ses succursales occidentales, ils vont donc échouer. Ils ne pourront pas empêcher la montée de ce qu'on appelle le monde multipolaire. On a donc compris qui était ce vieux monde, et ce vieux monde qui n'a ni pitié pour les êtres humains, mais qui veut tout simplement exprimer leur sale besogne et compter que sur leur milliard ou je ne sais pas moi quoi pour déstabiliser le monde. Monsieur Nguéné, je vais dire donc merci et je sors pour dire donc bonne nouvelle année à toute la maison de Forum Média encore une fois de plus. Merci Monsieur Nguéné. Merci à vous André. Nous allons prendre Monsieur Delano qui nous appelle depuis les États-Unis. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Nguéné et merci de prendre mon appel. Monsieur Nguéné, je tiens d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour toute l'année 2026 et à votre équipe également et à vos invités. Et c'est l'occasion pour moi, Monsieur Nguéné, de vous remercier énormément et tous vos invités pour le sacrifice que vous faites dans la conscientisation du peuple noir. Vous savez, c'est pas donné à quelqu'un comme chez Lawson d'être sur vos plateaux. Chaque jour, c'est beaucoup de sacrifices et je vous remercie énormément pour tout cela. Monsieur Nguéné, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, vous savez, ça me surprend un peu de voir que l'Ukraine continue à faire des attaques sur la Russie, étant donné que je ne vois pas l'intérêt de ces attaques-là. Ça ne changerait pas la destinée de l'Ukraine. Par contre, ça pourrait donner plus de légitimité à la Russie de beaucoup demander, comme le doyen l'a expliqué tout à l'heure. Vous êtes en train de négocier pour la paix et en même temps, vous frappez avec des frappes qui n'auront aucune ampleur sur ce qu'on appelle le outcome final. Et du coup, ça m'intrigue à me demander, mais est-ce que les Américains étaient au courant de cette frappe-là? Ou ce sont des Européens qui cherchent une place sur la table de négociation avec ces genres de sabotage? Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais préciser, Monsieur Nguéné. Quand la Russie a lancé son opération militaire en 2022, ils ont défini leurs objectifs. Ils n'ont jamais mis sur ça une date. Vous savez, il y a le narratif européen qui disait qu'ils devaient faire une guerre d'éclairs à 2 jours, 3 jours. En ce que je sache, ça c'est de la désinformation européenne. La Russie n'avait jamais mis une date sur son opération militaire. Par contre, elle avait défini ses objectifs à atteindre en Ukraine. Et jusqu'à présent, ces objectifs ont été atteints. Maintenant, ceux qui lancent cette tentative de déstabilisation du pouvoir de
Kremlin, supposons qu'ils réussissent, supposons qu'ils parviennent à tuer Vladimir Poutine. Supposons ça. Mais qu'est-ce qu'ils pensent qui va arriver à l'Ukraine au lendemain? Si Vladimir Poutine tombe, le lendemain, l'Ukraine cesse d'exister en tant que pays. C'est ce qu'ils n'ont pas compris les Européens. Le pouvoir actuel de Moscou est le plus modéré qu'ils auront. Après Vladimir Poutine, ça serait de la radicalisation totale. Il n'y aura plus de non, laissons parler. Non, ils prendront ce qu'ils veulent de force et ils en ont la pleine capacité. Alors qu'ils cessent de jouer au chien à la souris et négocier et que la guerre arrête, et que la guerre s'arrête et qu'on puisse tous revenir à la paix. Monsieur Nguéné, c'était ça ma contribution et merci encore d'avoir pris mon appel. Bonne continuation de votre émission. Nous allons prendre Monsieur Peter avant de conclure l'émission juste derrière aux côtés de nos deux invités. Bonsoir à vous, Monsieur Peter. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Meilleurs vœux à tous et à toutes et à tous vos invités. Je vais donner mon petit point de vue sur la thématique parce que ce qu'on constate, en fait, Monsieur Nguéné, l'Europe est aux abois, l'OTAN est en désintégration totale et les 4 dirigeants européens que sont Keir Starmer, que ce soit l'Allemand, que ce soit également le dirigeant français et sans compter Ursula von der Leyen, sont en train de chercher à sauver leur tête en créant un chaos total, c'est-à-dire une sorte de mobilisation de leur population pour faire la guerre à la Russie, tout en espérant l'aide et l'appui des États-Unis. Mais c'est pas ce que M. Donald Trump veut. Quand bien même il tient un langage un peu confus lorsqu'il dit que ce n'était pas le moment de lancer cette attaque. Bon, ça veut sous-entendre que ils joueront un jour ou l'autre à le faire. Et quelque part aussi, on nous dit que la CIA est intervenue sous l'ordre de Donald Trump, qui était bel et bien au courant de cette opération qui a été menée contre la résidence de M. Poutine. En gros, si on analyse bien, on voit que l'OTAN veut pousser M. Poutine à bout. Et je crois que c'est son impatience qui les dérange beaucoup. Le fait d'avoir un dirigeant d'un grand pays comme la Russie qui est capable d'un moment à l'autre de déclencher une guerre et qu'avec toutes les provocations, les crimes qu'ils ont faits, des généraux qu'ils ont assassinés, les journalistes qu'ils ont tués, la fille d'un de ses proches qui a été assassinée par une voiture piégée, malgré tout ça, M. Poutine reste calme et il suit un agenda que lui-même s'est fixé et peut-être même avec ses proches du Kremlin. Donc, l'Europe veut à tout prix provoquer l'ours. Elle veut sauver sa tête. Elle cherche cette guerre parce que s'il y a la guerre, elle aura la rescousse du plan Marshall 3 ou 2, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et pouvoir sauver son économie qui est complètement désastreuse. Aujourd'hui, on voit une Russie forte, on voit un rouble fort, on voit une économie prospérante malgré l'opération spéciale. On voit également que la Russie a son PIB qui dépasse maintenant ceux de l'Allemagne et même du Japon. Donc, vous voyez, il y a toute cette aigreur et cette amertume qui habite le cœur des Européens. Et je pense, selon ce que M. Scott Ritter a dit, qu'ils ont perdu le Nord, ils sont complètement déboussolés, leurs dirigeants sont complètement hors zone. Et je crois que il faut plutôt croiser les doigts que M. Poutine ne fasse pas ce que Medvedev aurait pu faire ou bien ce que les autres dissidents du Kremlin. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis encore meilleurs vœux pour 2026. Merci à vous. Alors, merci à vous, M. Peter. Un dernier tour de table rapide, messieurs, pour sortir de l'émission. M. Shea, en une minute, quel est le scénario auquel nous pourrions assister, M. Shea, dans les tout prochains jours, pour ne pas dire les tout prochains mois? Alors, peut-être la question à vous, patient Parfendom, pour sortir de l'émission, le scénario qu'on devrait envisager. Une capitulation de l'Ukraine, bien qu'elle tarde jusqu'ici, on a l'impression que reconnaître la défaite, ou du moins la victoire de la Fédération de Russie, serait, je vais dire quoi,
semble plus difficile qu'on l'imagine dans le camp des Occidentaux aujourd'hui. Oui, d'autant plus que la guerre en Ukraine a été une opération, j'allais dire, de captation des richesses d'un pays. Et pour cela, il y avait un investissement lourd. On voit les États, on voit l'Union européenne, on a vu M. Biden et son équipe, mais on ne mesure pas les forces qui sont tapées dans l'ombre et qui agitent ces marionnettes. Et ces forces-là sont des forces de certains lobbies financiers qui ont misé gros dans cette opération en Ukraine. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils sont dans l'incapacité d'accepter le fait qu'ils ont perdu la guerre. Et qu'il est temps de pousser ce qui reste, n'est-ce pas, de l'Ukraine à une négociation pour peut-être escompter avoir une petite partie sur laquelle ils pourront se contenter. Mais, comme le disait, je ne sais pas, ce n'est pas le ministre Lavrov, quelqu'un d'autre, un coup d'éclat de ces forces-là, je ne parle pas de l'Ukraine, je parle de toutes ces forces globales impérialistes-là contre la Russie, rentrerait peut-être dans l'histoire. Mais au même moment, sur le plan géographique, l'Ukraine va cesser d'exister. Donc, est-ce que c'est ça qu'ils veulent éminemment? C'est ça qu'ils veulent vraiment? Je crois que le peuple ukrainien doit se réveiller et prendre des mesures pour dégager complètement ce régime qui est à la solde de ces puissances occidentales, mais surtout de ces fox tapés dans l'ombre de la finance internationale qui ont mis au pouvoir en Europe les gens comme le Macron, les gens comme le Kerstam, mais je crois que c'est parce que c'est lui qui est là-bas, ou bien Merz et consorts, sans oublier Madame Ursula von der Leyen, vous savez l'histoire de scandale. Von der Leyen, c'est mieux, voilà, qui croule sous le scandale, mais qui est toujours là et dont aucun procès n'a été démarré contre ni elle ni son mari. Donc voilà l'Occident pourri qui tente, n'est-ce pas, d'embarquer et l'Europe et l'ensemble du monde entier vers une nouvelle confrontation, j'allais dire, explosion mondiale, parce que pour eux, il est absolument impensable de comprendre qu'ils ont été surclassés sur le plan des puissances, sur le plan planétaire. Malheureusement, c'est ce que cette guerre va finir par aboutir à terme. Merci à vous, patient parfum d'homme. Chez Lolo sont les deux premiers invités de cette émission. Du point sur l'actualité, la toute première production d'ailleurs de cette année 2026. Monsieur Ché, merci également à vous. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long, bien sûr, de la production de cette émission. On ne saurait rendre l'antenne sans toutefois remercier nos fidèles téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, pour un autre numéro de votre quotidienne sur les antennes For You Media Africa. Bonne année à M. Peter. Vraiment un fidèle parmi Peter de Cos. Bonne année, cher frère. Bonne année une fois de plus à tous. Portez-vous bien.